Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo du premier chapitre de Terminal qui porte sur les sources et les défis de la croissance économique. Dans les 3 vidéos précédentes, nous avons distingué les 3 sources de la croissance, à savoir tout d'abord l'accumulation des facteurs de production, ensuite le progrès technique et les innovations qui permettent d'améliorer la PGF de manière endogène, et enfin les institutions, les droits de propriété notamment, qui fournissent une incitation économique et une protection juridique à l'investissement et à l'innovation. Dans la deuxième partie du chapitre, nous allons étudier les défis économiques, sociaux et écologiques auxquels est confrontée la croissance économique. En effet, la croissance économique et le progrès technique n'ont pas que des avantages et ne sont donc pas source que de bien-être. Il existe un certain nombre de défis soulevés et de limites posées par la croissance économique et le progrès technique. Tout n'est donc pas positif en matière de croissance. 2 effets négatifs de la croissance et du progrès technique existent. Tout d'abord, la croissance économique est marquée par l'augmentation des inégalités de revenus en lien avec le processus de destruction créatrice. Et par ailleurs, la croissance se heurte à des limites écologiques et économiques qui posent la question de sa soutenabilité à long terme compte tenu de la dégradation de l'environnement. Ce seront les 2 temps de la deuxième partie de ce chapitre qui seront traités dans 2 vidéos différentes. Dans la dernière vidéo du chapitre, nous analyserons les limites écologiques de la croissance et montrerons comment le progrès technique et les innovations peuvent aider à surmonter les problèmes environnementaux posés par la croissance économique, alors que dans cette vidéo, nous allons montrer comment les innovations s'accompagnent d'un processus de destruction créatrice qui est à l'origine de l'augmentation des inégalités de revenus et de la polarisation de la société aux 2 extrémités de la hiérarchie sociale. Nous avons vu dans les précédentes vidéos que la recherche et le développement, facilitée par l'État à travers les institutions, génèrent de nouvelles innovations. Ces dernières vont venir remplacer progressivement les anciennes technologies ou les anciennes manières de produire qui sont devenues obsolètes et ne sont plus compétitives. La croissance économique ne se caractérise alors pas tant par une augmentation de la production des activités anciennes que par le bouleversement des activités et de nouvelles productions. C'est alors l'ensemble de l'économie qui se trouve transformé par les innovations qui suivent un cycle plus ou moins rapide allant de l'apparition de l'innovation à sa disparition, en passant par la diffusion et la mise en concurrence des différentes innovations. Ce processus correspond à ce que l'économiste Schumpeter appelle la destruction créatrice. C'est une analyse qu'il propose notamment dans son ouvrage de 1942. Il évoque même l'ouragan perpétuel de la destruction créatrice, c'est-à-dire le renouvellement continu des innovations. Le concept de destruction créatrice traduit l'idée que les innovations, sources de croissance, détruisent l'ancien monde basé sur les anciennes technologies en créant les éléments propices à la nouveauté et au renouvellement. En effet, les secteurs en développement, les secteurs innovants, vont parvenir à attirer les clients des entreprises et des secteurs dépassés par ces nouvelles innovations, mais ils vont aussi parvenir à capter les financements nécessaires à leur développement, ainsi que les fournisseurs et les travailleurs les plus compétents. Les secteurs en déclin sont alors privés de leurs ressources nécessaires, que ce soit leurs sources de financement, leurs facteurs de production et de leur consommation intermédiaire, ce qui accélère encore plus leur chute. Le processus de destruction créatrice est ce qui permet au système capitaliste de se maintenir en se renouvelant pour Schumpeter. Les entreprises qui, incapables d'innover et de se maintenir dans la compétition économique, disparaissent, soit parce que les produits qu'elles proposent sont devenus obsolètes et n'intéressent plus personne, soit parce que le retard technologique pris par rapport à leurs concurrents, qui sont parvenus à innover, ne leur permet pas de diminuer leurs coûts et de diminuer leurs prix afin d'affronter la concurrence. Les difficultés des entreprises se traduisent alors par des licenciements, le chômage pour une partie des salariés, donc une perte de revenus d'activité, ou alors par la stagnation des salaires pour ceux qui se maintiennent dans l'emploi et une baisse des bénéfices pour les propriétaires. A l'inverse, les entreprises innovantes sont capables de baisser leurs coûts de production grâce à leurs innovations, ce qui leur permet de baisser leurs prix, donc d'augmenter leurs ventes, mais dans le même temps, elles sont aussi capables d'augmenter leur rémunération en augmentant les prix grâce à la situation de monopole permise par l'innovation et les brevets. Cette augmentation des rémunérations permet d'attirer les meilleurs travailleurs et ainsi de maintenir leur avantage technologique puisque
Cela leur permettra de développer plus d'innovations. Les innovations affectent alors la hiérarchie des rémunérations. Ces innovations vont également avoir des conséquences sur le marché du travail différentes selon les travailleurs et selon leurs compétences. Grâce aux innovations, certains secteurs et certains métiers sont apparus et continuent d'apparaître. On pense par exemple à la fonction de cadre, aux fonctions et aux métiers d'ingénieur, mais également plus récemment aux youtubeurs ou aux fonctions de community manager. A l'inverse, d'autres métiers et d'autres secteurs ont disparu, par exemple le métier de charron, le fabricant des roues des charrettes en bois, ou encore les sténographes et les dactylographes qui, avec le remplacement des machines à écrire par le traitement de texte sur ordinateur, se retrouvent sans emploi. Ou en tout cas, leur emploi a disparu puisque la fonction n'existe plus. Keynes évoque en 1930 un chômage technologique pour caractériser les situations où les travailleurs perdent leur emploi à cause d'une innovation qui économise de la main-d'œuvre ou supprime des secteurs. Ces situations de perte d'emploi, de transformation des métiers, peuvent donner lieu à des mobilisations collectives contre le progrès technique et les changements induits. C'est par exemple le cas du mouvement ludiste en Angleterre, de la révolte des canuts lyonnais en France, ou plus récemment de l'opposition des chauffeurs de taxi contre les VTC, ou de celle des libraires indépendants contre Amazon. De même, les innovations vont modifier les combinaisons productives. En effet, grâce au progrès technique, le capital technologique peut alors se substituer au facteur travail. Ce dernier est alors progressivement remplacé par le facteur capital. C'est ce que l'on a observé avec les vagues successives de mécanisation, d'automatisation, puis de robotisation, et enfin avec l'intelligence artificielle. Les innovations sont alors à l'origine de l'augmentation des inégalités entre individus et entre territoires. La destruction créatrice qui affecte les entreprises et les secteurs permet en théorie de faire circuler le facteur travail entre les secteurs et les entreprises en fonction des différents besoins et des différentes opportunités qui sont permises par le progrès technique et les innovations. Ainsi, les entreprises et les secteurs innovants sont censés accueillir les travailleurs des entreprises des secteurs en déclin. C'est la thèse défendue par Alfred Sauvy lorsqu'il évoque le déversement. On assisterait au déversement d'un secteur vers l'autre. Le progrès technique dans les secteurs primaires et secondaires permet d'augmenter la production avec moins de facteurs travail, ce qui libère des travailleurs pour les autres secteurs où ils contribuent à l'augmentation de la production. Les gains de productivité permis par les innovations sont surtout présents dans ces deux secteurs, le secteur primaire et le secteur secondaire. C'est donc d'abord dans ces secteurs que les besoins en main-d'œuvre ont diminué. A l'inverse, le secteur tertiaire se développe car le travail y est peu substituable par du capital. Cette théorie du déversement fonctionne assez bien sur le papier dans un monde idéal qui serait caractérisé par l'absence de freins et de barrières aux conversions professionnelles. En effet, il n'apparaît pas si simple de changer d'emploi, de métier et de région de son travail. Autant d'éléments qui participent aux difficultés économiques et sociales des travailleurs, les moins qualifiés et les plus vulnérables face aux transformations. Ce processus est alors à l'origine de l'augmentation des inégalités, car les mutations professionnelles sont difficiles et longues, depuis les secteurs et les régions en déclin vers les activités novatrices dans les régions dynamiques. L'offre et la demande sur le marché du travail conduit alors à une segmentation des marchés du travail et des rémunérations entre les travailleurs. En effet, les travailleurs, selon leur capacité à s'adapter aux mutations, et notamment selon leur capacité à acquérir les nouvelles compétences et les qualifications, se retrouvent plus ou moins avantagés par ces transformations. Il y a donc des gagnants et des perdants dans le processus de destruction créatrice, en fonction de l'articulation entre le facteur capital et le facteur travail. La rémunération et la protection de l'emploi varient en effet selon les catégories de la population. Ainsi, les travailleurs les plus âgés, les moins diplômés, les moins qualifiés, mais aussi les moins mobiles géographiquement et sectoriellement, sont entre guillemets menacés par le progrès technique, par la délocalisation, le chômage ou la baisse de leurs revenus, car le capital peut les remplacer. Le capital vient alors concurrencer les travailleurs exerçant des tâches répétitives et routinières, ce qui induit une pression à la baisse sur les salaires de ces travailleurs pour rester compétitifs et éviter le chômage.
Les innovations permettent aussi d'abolir les frontières et les distances, ce qui met alors en concurrence les travailleurs peu qualifiés du monde entier et pénalise les moins compétitifs. On pense par exemple à la délocalisation de l'industrie textile en France ou des centres d'appel. On dit alors que le progrès technique est biaisé en défaveur du travail peu qualifié, facilement substituable par le facteur capital qui incorpore les nouvelles innovations. À l'inverse, les entrepreneurs innovateurs ou les personnes qualifiées capables d'innover ou d'utiliser, voire de s'adapter aux innovations, se retrouvent cette fois-ci en position de force sur le marché du travail et dans l'économie. Ces travailleurs sont donc protégés des innovations puisqu'elles viennent souvent compléter leur activité afin d'en augmenter la productivité, car elles sont pour l'instant difficilement substituables par le facteur capital. Ces travailleurs armés et aidés par ces innovations peuvent alors négocier des rémunérations importantes ou tirer d'importants profits de leurs innovations. Ainsi, les innovations largement diffusées sont à l'origine de fortunes immenses et rapides. On pense ici bien évidemment aux différents fondateurs et dirigeants des GAFAM, qui sont tous multimilliardaires. Durant les 30 Glorieuses, on assiste à une baisse des inégalités de revenus grâce à la forte augmentation des bas salaires permise par la croissance économique, due au progrès technique. Depuis les années 1980, on constate que le lien entre progrès technique et inégalité s'est inversé. La révolution numérique et le développement de la robotisation dans la plupart des secteurs accroît la concurrence entre l'homme et la machine, pour simplifier, notamment sur les tâches simples, nécessitant peu de qualifications, comme les tâches répétitives. A l'inverse, ces innovations nécessitent des compétences pour entretenir et faire fonctionner ce nouveau capital, mais aussi bien évidemment pour le concevoir. À la fin des Trente Glorieuses, l'évolution des salaires réels ne suit plus celle de la productivité et de la croissance. Les salaires réels ont eu tendance à stagner, voire diminuer, alors que la productivité a continué sa progression. Ces évolutions ne touchent pas les très hauts salaires et les très hautes rémunérations, pour qui croissance des rémunérations, notamment les salaires et les dividendes, et croissance de la productivité vont toujours de pair. Par ailleurs, le partage de la valeur ajoutée au sein des entreprises s'est davantage fait en faveur des actionnaires au détriment des travailleurs depuis les années 70, ce qui contribue à accroître la polarisation de la société et à augmenter les inégalités de revenus. Les innovations et leurs effets sur la société conduisent donc à une augmentation des inégalités de revenus entre les travailleurs et à la polarisation de la société aux deux extrémités de la hiérarchie des qualifications et des revenus. En effet, les différentes dynamiques propres à chaque secteur contribuent à expliquer les différences d'évolution de salaire selon les secteurs et les métiers. L'offre de travail de certaines compétences recherchées dans le secteur tertiaire, par exemple, est inférieure à la demande de travail pour ces compétences, ce qui explique une amélioration des niveaux de rémunération en faveur de ces travailleurs, faute de main-d'œuvre suffisante. A l'inverse, dans les secteurs où la productivité du travail augmente, et donc dans lesquels les besoins en travailleurs diminuent, l'offre de travail devient supérieure à la demande, et les niveaux de rémunération stagnent ou baissent, et les effectifs se réduisent. Dès lors, les inégalités économiques, mais aussi sociales et culturelles au sein de la population, ont tendance à augmenter. Ce sont aussi les territoires aux différentes échelles qui divergent selon le degré de croissance et de création de richesses, en lien avec leur capacité à créer des innovations et à s'adapter à celles-ci. Les territoires aux différents échelons se distinguent alors selon leur capacité à être les leaders et les moteurs des innovations, ou au contraire à être les suiveurs et les imitateurs. Certains territoires sont même dans l'incapacité de s'adapter aux évolutions et aux innovations, et sont alors marqués par le déclin lié aux délocalisations. C'est le cas par exemple du nord et de l'est de la France au XXe siècle, lorsqu'ils étaient spécialisés dans l'industrie minière et dans l'industrie textile, qui toutes les deux ont progressivement disparu, notamment remplacées par des productions étrangères de pétrole et de textiles à bas coût. A l'inverse, l'Île-de-France et le sud-est de la France constituent des territoires innovants et attractifs à la fois pour les entreprises mais aussi pour les travailleurs, parce qu'ils regroupent sur de petits espaces des lieux d'innovation et des lieux de production à haute valeur ajoutée. C'est le cas de ce qu'on appelle les clusters en économie. On pense par exemple au plateau de Saclay en région parisienne, à la vallée de la Chimie près de Lyon,
ou à Sophia Antipolis dans le sud de la France, et bien évidemment à la Silicon Valley aux États-Unis. Les inégalités entre territoires augmentent alors en lien avec leur dynamique économique et sociodémographique. Nous avons ainsi montré dans cette vidéo que les innovations étaient à l'origine d'un processus de destruction créatrice, selon les termes de Schumpeter, qui marque le remplacement des secteurs vieillissants et obsolètes par des activités innovantes et novatrices. Ce processus conduit à l'augmentation des inégalités de revenus entre les individus et entre les territoires. Attention toutefois, l'histoire n'est pas linéaire. Il existe plusieurs cas de ce qu'on pourrait appeler des revanches, de technologies dépassées, tombées dans la désuétude, puis remises au goût du jour et à nouveau en plein essor. C'est par exemple le cas des Polaroids ou encore des vinyles, du textile français, ou enfin du phénomène des low-tech, particulièrement apprécié par les survivalistes et les collapsologues. J'espère que cette vidéo vous a plu et a été suffisamment claire. La prochaine vidéo, la dernière du chapitre, portera sur les limites écologiques de la croissance et sur la capacité du progrès technique à proposer une croissance soutenable. Comme d'habitude, vous retrouvez en description des informations supplémentaires pour approfondir cette partie du chapitre. Bon courage et à bientôt dans une nouvelle vidéo.